Alors, terminons la section ici avec un comparatif des réactions fission nucléaire et fusion nucléaire. Alors, commençons du côté de la fission. En quoi consiste-t-elle? Alors, je vais juste le dicter ici, je ne l'écrirai pas là. Donc, on a la rupture d'un noyau lourd, par exemple l'uranium, en envoyant un neutron sur le noyau. Donc, rupture d'un noyau lourd, par exemple l'uranium 235, en envoyant un neutron sur le noyau. Exemple de réaction, on a le neutron plus l'uranium 235 qui va donner lieu au césium 144 avec du rubidium 90 plus deux neutrons. Et là, c'est ce deux neutrons-là ici qui est important, c'est lui qui permet d'entretenir la réaction. Donc, ce deux neutrons-là va comme revenir ici pour d'autres atomes d'uranium et va permettre la fission des autres atomes présents. La quantité d'énergie produite, elle est élevée. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est rentable là, d'en faire, de faire des centrales nucléaires. Donc, toutes les centrales atomiques actuelles sont faites, euh, utilisent le principe de la fission nucléaire. Okay? Il n'y a aucune centrale aucune centrale de nucléaire qui fonctionne avec la fusion présentement. Toutes les centrales fonctionnent sur le principe de la fission présentement. Le combustible nécessaire, alors, il y a, il y a plusieurs isotopes fissiles. Fissile veut dire qu'on peut fissionner, mais le seul qui est naturel, c'est l'uranium 235. C'est le seul qu'on peut extraire naturellement du sol. Mais il existe d'autres isotopes fissiles artificiels comme le neptunium, le plutonium, l'américium ou le curium, par exemple. D'ailleurs, le curium qui est nommé en l'honneur de Marie Curie. Euh, Est-ce réalisable dans un réacteur? Oui, tout à fait. Euh, Est-ce que c'est facile à réaliser? On pourrait dire difficile à réaliser, on pourrait dire non, on pourrait dire c'est facile parce que on le fait depuis les années 50 en fait. Depuis les années 50, on a des centrales nucléaires. Donc c'est quand même une technologie qui est bien maîtrisée. Euh, Est-ce que ça sert à faire des bombes? Oui. Donc c'est effectivement, c'est la technologie qui a permis de faire les premières bombes atomiques, dont les bombes, la bombe Little Boy qui a atterri sur Hiroshima et la bombe Fat Man qui a atterri sur Nagasaki. C'était leur nom de code de ces bombes-là. Euh, alors, évidemment, c'est catastrophique, évidemment, l'effet que ça a eu euh, sur l'effet que ça a eu sur le Japon, ces bombes-là. Euh, Génération de déchets radioactifs. Oui, absolument. C'est un gros problème de ces réactions-là. Donc, on crée des isotopes qui eux-mêmes peuvent être instables, donc radioactifs. Euh, Exemple d'utilisation présente de la fission nucléaire. Alors, on a les centrales nucléaires, bien sûr, mais aussi on a les sous-marins nucléaires qui existaient déjà euh, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, donc, les sous-marins nucléaires, en fait, dans le fond, c'est que leur source de propulsion, plutôt qu'être, mettons, du diesel, un combustible fossile, ça va être justement, il va y avoir une espèce de mini-réacteur nucléaire dans le sous-marin. C'est quoi l'avantage de ça? C'est que euh, ben, c'est une source qui est très, très rentable en termes énergétiques. Euh, mais plus que ça, c'est que le diesel, bien sûr, c'est pour faire la combustion du diesel, un peu comme pour faire la combustion de l'essence dans un moteur d'automobile, ça prend de l'air. Ça prend de l'air pour faire une combustion. Donc, autrement dit, un sous-marin, ça veut dire qu'il va devoir prendre une grande quantité d'air seulement pour réaliser les réactions de combustion. En plus de l'air, évidemment, qui est nécessaire pour les passagers du sous-marin. Donc,
ça va réduire, dans le cas d'un sous-marin diesel, ça réduit beaucoup son autonomie, en fait. Ça l'oblige à remonter à la surface assez fréquemment pour s'approvisionner en air et pour libérer les gaz de déchets, les résultats de la combustion. Alors qu'avec un sous-marin nucléaire, on n'a pas besoin d'air. Donc, on n'a pas ce besoin-là. Donc, ça augmente énormément l'autonomie sous-marine de ces engins. La durée qu'ils peuvent rester sous l'eau sans avoir à remonter à la surface, parce qu'évidemment, ils deviennent vulnérables à la surface. Euh, Ensuite, exemple d'utilisation future de la fission nucléaire, euh, on pourrait entrevoir des fusées à propulsion nucléaire, un peu sur le même principe. Euh, les fusées actuelles pour décoller utilisent des combustibles comme le propergol, une espèce de combustible un peu comme du diesel dans un sens, mais comme extrêmement évolué, qui sont extrêmement productifs, là, donc beaucoup plus sophistiqués là, que du diesel, mais quand même, c'est ça, c'est une espèce de combustible fossile. Donc, il y aurait moyen éventuellement d'entrevoir une fusée à propulsion nucléaire. Euh, Maintenant, parlons un peu de la fission nucléaire. Pardon, la fusion nucléaire. En quoi consiste-t-elle? Alors, comme on a vu dans l'animation, ça consiste à la fusion de deux atomes d'hydrogène en hélium. Fusion de deux atomes d'hydrogène en hélium. Puis ça, c'est dû à une très haute température, au-dessus de 15 millions de degrés Celsius. Ensuite, exemple de réaction. Alors, vous pouvez prendre celle qui était donnée là, dans l'animation. Mais vous pouvez prendre aussi celle que je viens d'écrire. Donc ici, ça c'est ce qui se passe dans notre Soleil en fait. Donc c'est un résumé en fait là, des réactions qui se passent dans le Soleil. Vous avez fondamentalement le Soleil, comme je dis, c'est une boule d'hydrogène. Et ces atomes d'hydrogène 1 vont d'abord fusionner ensemble pour donner un hydrogène 2, plus un positron et un neutrino. Ensuite, un hydrogène 2 peut fusionner avec un hydrogène 1 pour donner un hélium et un rayon gamma. Donc ça, c'est un résumé là, des réactions qui se produisent dans le Soleil, dans notre Soleil. Et c'est là qu'est produite l'énergie. Donc en fait, c'est à cette étape-ci, ici, au moment où l'hélium est produit, c'est ici qu'on a une grande quantité d'énergie qui est produite, qui est dégagée. Donc, autrement dit, quand on dit qu'il y a un dégagement d'énergie, d'où vient ce dégagement d'énergie? Ben, il provient du fait, encore une fois, de l'équivalence masse-énergie. Donc, vos atomes réactifs perdent de la masse, donc perdent de l'énergie. Puis c'est cette énergie-là qui était contenue, dans le fond, dans les atomes. C'est cette énergie qui est libérée, autrement dit. Donc, dans une réaction nucléaire, l'énergie, elle provient d'où? Elle provient des atomes. Donc, c'est l'énergie qui est contenue dans les atomes, qui maintient puis plus précisément dans les noyaux des atomes. Et cette énergie-là qui maintient toute la cohésion du noyau ensemble, c'est lorsque cette énergie-là de cohésion est libérée. C'est cette énergie-là précisément qui est captée et qu'on peut ensuite utiliser pour transformer en électricité, par exemple. Euh, Ensuite, la quantité d'énergie qui est produite dans le cas d'une fusion nucléaire. Alors, si dans le cas d'une fission, on avait une énergie qui était élevée, dans le cas d'une fusion, on a une encore plus grande, on pourrait dire énorme, là. Comme pour dire, la quantité d'énergie est encore plus grande. C'est comme ultra rentable. En fait, on ne peut pas vraiment imaginer des façons de produire de l'énergie qui sont plus rentables que ça, qui sont plus productives que ça. Parce que c'est comme ça que les étoiles font leur propre énergie comme le soleil. Donc, c'est dur d'imaginer quelque chose qui est plus productif en termes énergétiques que le soleil. On conviendra. Euh, D'ailleurs, vous remarquerez que toutes les énergies, toute l'énergie qu'on a sur Terre, ultimement, presque toute l'énergie provient du soleil. Sauf, par exemple, justement, ce qu'on obtient par les réactions nucléaires. Mais essentiellement, la grande majorité de l'énergie qu'on a sur Terre, que ce soit l'éolien, les combustibles fossiles, tout ça, ultimement,
provient de l'énergie du soleil. Parce que, par exemple, prenons par exemple les combustibles fossiles, d'où ça vient cette énergie-là? Ben, en fait, c'est des organismes vivants, qui se sont décomposés pendant des milliers d'années pour finalement donner du pétrole. Mais ces organismes vivants-là, leur énergie, elle provient d'où? Elle provient, par exemple, des aliments qu'elles ont mangés dans leur vie, par exemple des plantes qu'elles ont mangées. Mais les plantes qu'elles ont mangées, eux-mêmes, ont obtenu leur énergie par la photosynthèse, donc par des feuilles qui sont finalement des capteurs solaires. Donc, finalement, l'énergie des plantes donne, l'énergie du soleil donne l'énergie aux plantes, l'énergie des plantes donne l'énergie aux herbivores, les herbivores donnent leur énergie aux carnivores, etc. Et ensuite, ça se décompose, ça peut faire des combustibles fossiles, etc. Donc, puis l'énergie éolienne, ben, l'énergie éolienne, ça provient en fait de déplacements d'air. Les déplacements d'air, c'est dû au fait des différences de température entre les différents lieux sur Terre. Puis ultimement, ça, c'est dû au fait que le Soleil chauffe inégalement les différents endroits sur Terre. Donc, encore une fois, l'énergie éolienne, ultimement, c'est une énergie solaire. À proprement parler, l'énergie éolienne, c'est une énergie solaire, ultimement. Parce que, ultimement, le vent provient de la chaleur, de l'énergie qui est procurée par le soleil. C'est juste pour vous donner un exemple que finalement, la grande majorité d'énergie l'énergie que vous avez pour m'écouter présentement, écrire, tout ça, ultimement, provient de l'énergie du soleil. Donc, provient finalement de la fusion nucléaire. C'est ça l'idée que je voulais dire, c'est ultimement, presque toute l'énergie qu'on a sur Terre, que vous avez, que votre chat a, que la plante a, que vous utilisez pour déplacer votre automobile, vous déplacer en vélo, ben, toute cette énergie-là, ultimement, c'est quand même fascinant de réaliser que toute cette énergie-là, ça provient de la fusion nucléaire. Et cette énergie-là provient de la fusion nucléaire qui se produit dans le Soleil, qui est à côté. Ben, à côté, dans notre système solaire. Le combustible nécessaire dans le cas de la fusion nucléaire, ben, ultimement, on a seulement besoin d'hydrogène. Hydrogène 1. Puis après ça, on peut combiner hydrogène 1 en hydrogène 2. Puis après ça, on peut fusionner en hélium. Est-ce que c'est réalisable dans un réacteur? Alors, la réponse, oui. Oui, c'est réalisable dans un réacteur, mais c'est très difficile. Est-ce que c'est la prochaine question, est-ce que c'est difficile? Oui, très difficile. Donc, la difficulté, c'est quoi? Ben, c'est justement parce qu'il faut atteindre des températures autour de 15 millions de degrés Kelvin ou degrés Celsius. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile d'atteindre ces températures-là, puis c'est très coûteux, en fait, d'atteindre ces températures-là. Donc, en fait, on est capable de faire des fusions contrôlées de l'hydrogène, mais on n'est pas encore capable de rendre ça rentable. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Même qu'il y a maintenant des tests, des projets en cours, puis ils réussissent à produire plus d'énergie avec la fusion que ce que ça en coûte pour la produire. Mais malgré tout, l'ensemble n'est pas encore rentable étant donné le coût de l'installation, le salaire de tous les gens qui travaillent là et compagnie. Alors, l'ensemble de la chose n'est pas encore rentable. Mais ils sont quand même, on est rendu à un point où on est capable de faire une fusion, ce qu'on appelle la fusion froide. Fusion froide, ça veut dire une fusion qui est contrôlée. On ne veut pas que ça pète comme une bombe. C'est une fusion qui est contrôlée. Ce qu'on appelle la fusion froide. On est capable de la faire, mais à condition de... Et on est capable de produire même plus d'énergie que ce que ça leur coûte pour créer la réaction. Donc, ça devient rentable, mais c'est pas encore rentable économiquement. Mais ça s'en vient. Ça va probablement s'en venir. Puis ça serait une très grande révolution dans l'histoire de l'humanité parce que ça nous procurerait une source d'énergie qui est plus, je dirais, plus viable à long terme que, par exemple, les combustibles fossiles. Par exemple, parce que ça ne produit pas de réchauffement, ça ne produit pas de gaz à effet de serre, par exemple. Et, autre gros avantage, ça ne produit pas de déchets radioactifs. C'est finalement plus propre
qu'une fission nucléaire. Il n'y a pas de déchets radioactifs. Parce que si vous regardez la réaction là, qu'on a pris en note, regardez qu'est-ce qu'on produit. On produit un positron, des neutrinos, de l'hélium, puis des rayons gamma. Fait qu'il n'y a pas de déchets radioactifs là-dedans. Là. L'hélium n'est pas l'hélium 3 ou l'hélium 4 n'est pas un isotope radioactif. Donc, finalement, on génère pas d'isotopes radioactifs. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment puissant. C'est extrêmement prometteur. C'est prometteur, la fusion nucléaire. Exemple d'utilisation présente, c'est bien sûr le Soleil. Le Soleil tire son énergie de ce processus. Et par extension, quasiment toutes les étoiles, en fait, tirent leur énergie de ce processus. Et par extension, quasiment toute l'énergie que nous avons sur Terre, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, toute l'énergie que vous avez, ultimement, provient pratiquement à 100% de la fusion nucléaire produite dans le Soleil. C'est quand même fort de réaliser ça. T'sais. Tout ce qu'on a, ça provient, toute l'énergie qui nous permet de bouger, de manger, d'aimer, de vivre, de voir, qui permet à notre plante de croître, toute cette énergie-là, ça provient ultimement des atomes d'hydrogène dans le Soleil qui se fusionnent ensemble. Je trouve que c'est incroyable de penser à ça. Ça me fascine. Ça me fascine vraiment. Exemple d'utilisation future. Un exemple, ça serait une production d'énergie propre à partir d'un combustible quasi illimité. Ce serait ça un exemple d'utilisation. Ça serait de faire des centrales à fusion nucléaire, mais qui ne généreraient pas de déchets radioactifs et qui seraient avec lesquels on utilise un combustible qui est quasi illimité, c'est-à-dire l'hydrogène. L'hydrogène, c'est l'atome le plus abondant dans l'univers et de loin, en fait, parce que c'est l'atome le plus simple, le plus petit. Fait que, tu sais, l'hydrogène, c'est une source quasi infinie, là. Puis en fait, pour produire de l'hydrogène sur Terre, comme je dis, c'est fort simple. On a juste à faire de l'électrolyse de l'eau. Donc, c'est une ressource qui est quasi limitée, contrairement à l'uranium qu'il faut extraire, puis c'est compliqué, ça coûte cher, etc. Donc, et c'est polluant jusqu'à un certain point. Donc, c'est un gros avantage de la fusion nucléaire. Un, propre. Deux, puissant. Et trois, combustible quasi illimité. Donc, on a les ingrédients d'une recette gagnante. Donc, c'est vraiment à surveiller là, au cours. Surveiller les actualités par rapport à ça. Ça ne me surprendrait pas que d'ici quelques années, on commence à entendre parler de centrales à fusion nucléaire. Ça ne me surprendrait pas. Fait que quand ça arrivera, ben, vous aurez tout ça en tête, puis c'est ça. Évidemment, il y a toujours des risques par rapport à ça. Que si c'est mal entretenu, si la centrale est non sécuritaire, ben c'est ça. Ça peut entraîner des accidents, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui est en jeu. Donc, puis quand il y a des accidents, justement, ça peut être très, très, euh, très, très grave. Mais le potentiel est là. Ah oui, puis est-ce qu'on peut faire des bombes? J'ai sauté celle-là. Est-ce qu'on peut faire des bombes avec la fusion nucléaire? Oui, on peut faire des bombes avec la fusion. C'est ce qu'on appelle les bombes H. Des fois, on voit ça dans l'actualité. Comme j'ai vu une actualité comme quoi la Corée du Nord a testé sa première bombe H. Bon, ce genre de... Donc, quand vous allez entendre ça, bombe H, maintenant vous saurez c'est quoi. C'est des bombes qui utilisent la fusion nucléaire. H pour hydrogène, bien sûr. Donc, c'est des bombes qui utilisent la fusion d'hydrogène. Et vous allez vous demander comment on fait dans une bombe H pour atteindre 15 millions de degrés. Pas facile. Alors, la réponse est assez simple, en fait. C'est que vous faites péter une bombe à fission nucléaire. Fait que, dans le fond, une bombe à fusion, c'est constitué d'abord par une bombe à fission
La bombe à fission, elle va seulement servir, elle va péter. Ça va permettre d'atteindre la température suffisante, la température nécessaire pour avoir la fusion, le 15 millions de degrés. Et paf, la fusion va s'amorcer. Puis une fois que la fusion va s'amorcer, ben, la température va s'entretenir d'elle-même à cause de l'immense quantité d'énergie qui va être dégagée. Donc la température va être facilement maintenue à son seuil critique par le simple fait du dégagement d'énergie produit. Donc, c'est ça le grosso modo. Fait que c'est assez violent, là. Quand on pense qu'on se sert d'une bombe atomique, comme celle qui a explosé au Japon là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on se sert d'une bombe atomique à fission nucléaire seulement pour déclencher une bombe à fusion nucléaire. Vous comprenez? C'est seulement pour déclencher la bombage. Donc, c'est assez intense. Donc, c'est ça. On n'a pas, malheureusement, le temps de passer beaucoup, beaucoup de temps là-dessus, mais c'est intéressant ce sujet-là parce que on entre maintenant dans la frontière de l'éthique. Puis c'est intéressant parce que il n'y a pas beaucoup de sujets, disons, dans, dans vos cours de physique qui ont pu mener à ce genre de réflexion. Mais ça, cette matière-là, c'est exactement, on est amené naturellement à se poser des questions éthiques dans ce domaine-là. Et euh, le nucléaire, ce que je peux dire, c'est que c'est une source d'énergie incroyable. Ça a apporté d'énormes avantages à l'humanité, indéniablement, là, en termes de production d'énergie. Et ça va continuer de le faire, peut-être éventuellement avec la fusion nucléaire. Mais évidemment, la puissance est toujours la puissance positive de créer de l'énergie est toujours aussi intimement liée à la puissance peu négative qui peut s'en euh, qui- euh, la puissance, autrement dit, cette puissance-là qu'on utilise à bien pour créer de l'électricité, elle peut aussi être utilisée à mal pour, bien sûr, des motivations belliqueuses. Donc, c'est tout un sujet. Mais est-ce que la recherche sur ça devrait stopper? Euh, je vois pas vraiment comment ça pourrait se faire, en toute honnêteté. Euh, Parce que technologie ne fait toujours que progresser. C'est rare que on peut pas comme refermer le vase puis dire on revient en arrière, on oublie les réactions nucléaires. Moi, personnellement, je pense que c'est impossible. Euh, donc, je pense que finalement, ce qu'il faut faire, en fait, c'est juste de la seule solution finalement du risque d'une bombe, d'une guerre nucléaire qui serait aujourd'hui catastrophique étant donné justement que les bombes d'aujourd'hui, les bombes H, sont beaucoup plus puissantes, énormément plus puissantes que celles qui ont explosé au Japon. Celles qui ont explosé au Japon, c'était juste le début, là. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est des milliers de fois plus puissant, là. Donc, euh, vous imaginez un peu si on tombe en une guerre atomique, ça serait absolument. Personne veut ça, en fait. Personne veut ça parce que ultimement, ça va juste créer, ça va juste créer du mal. Ça aidera pas personne, là. Mais ça pour dire que je pense que la solution à long terme de ça, c'est un peu une prise de conscience. Puis je pense que les gens la font en grande majorité que la dangerosité de ces armes-là, c'est extrême. Puis il faut juste que on, on règle pas les problèmes comme ça finalement. Donc qu'on trouve des façons plus humaines de régler des problèmes. Alors voilà. Alors les réactions nucléaires, un domaine assez fascinant.